Bienvenue dans 28 minutes. Bonsoir et bonsoir à vous, chers camarades. La vague bleue. L'actualité internationale, c'est SpaceX, la société d'Elon Musk, qui se prépare à entrer en bourse demain à New York avec un effet de poussée, comme on dit à propos des fusées, un effet de poussée intersidérant. Son entreprise pourrait être valorisée jusqu'à 1 750 milliards de dollars. It's probably been, I don't know, almost 10 years that people have been suggesting to me that I should take SpaceX public. What's different about now is that it's a number of things, but we are embarking on a significant growth phase, like a capital growth phase. We're embarking on a massive new growth phase, and we need capital for that. Conquête de nouveaux territoires extra-atmosphériques, envoi de data centers dans l'espace, utilisation débridée de l'intelligence artificielle, apologie du transhumanisme, remise en question des états de droit terriens. Et tout cela avec quelles conséquences pour l'environnement, le marché du travail et le cerveau humain. On en débattra avant de vous retrouver Marie Bonisseau et Xavier Mauduit pour vos chroniques. Oui, direction l'Espagne où le pape Léon XIV effectue un voyage apostolique. Aujourd'hui aux Canaries, il a dénoncé l'indifférence du monde face au sort des migrants. Je vais vous parler d'un pape venu d'Espagne qui, lui, a découpé le monde. Et vous, Marie ? Une pétition au Japon contre Donald Trump qui puise sans vergogne dans la culture japonaise pour se déguiser en héros de manga. Non. À tout à l'heure, on va continuer à parler de Donald Trump à propos de la 23e Coupe du Monde de foot qui démarre ce soir jusqu'au 19 juillet de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, et on évoquera les enjeux géopolitiques, écologiques et diplomatiques de cet événement gigantesque avec Lucas Aubin, directeur de recherche à l'IRIS, qui a quelques cartons jaunes dans ses poches. On le retrouve tout de suite. Lucas Aubin, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans 28 minutes. Je vous présente Anna Ndiaye et Benjamin Sportouche de Footoman, ça c'est certain. Lucas Aubin, une question. Est-ce que vous êtes vierge ? Non, quand vous regardez un match de foot, vous êtes spécialiste de la géopolitique du foot. Est-ce que vous arrivez à voir le match et à être en transe, ou est-ce que c'est tout de suite le contexte et tous les arrière-plans diplomatiques et géopolitiques ? En fait, c'est surtout quand il y a les amis autour. Pendant les cérémonies d'ouverture, les moments entre eux, en fait, les actions, là, oui, on peut poser des questions et dans ces cas-là, j'essaie de rendre la chose plutôt habile, mais sinon, non. Non, très bien, vous êtes pris. Je supporte une équipe et je la supporte jusqu'au bout. C'est parfait, on ne peut pas savoir laquelle. Par contre, on vous retrouve après votre portrait réalisé par Olivier Boucreux. Une Coupe du Monde à 3 pays, 48 équipes, 104 matchs et au milieu, Donald Trump qui regarde le ballon comme une boule de cristal politique. Pour comprendre pourquoi un mondial n'est pas qu'une histoire de pelouse, il nous fallait un spécialiste de géopolitique du sport. Lucas Aubin, vous avez le profil idéal. Une Coupe du Monde, ce n'est pas seulement une succession de matchs, c'est une scène mondiale, c'est une machine à produire des images, une tribune diplomatique, un instrument de puissance. Enfant des années 90, vous étudiez l'histoire au Havre, partez en Erasmus en Lettonie, puis rejoignez l'Institut français de géopolitique à Paris 8. Très vite, votre terrain de recherche sort des frontières pour s'intéresser aux passes et aux dribbles qui racontent le monde. Votre thèse de doctorat porte sur la Russie de Vladimir Poutine et cette sportocratoire qui gouverne aussi par les stades et les médailles. Vous écrivez sur le sport devenu arme d'influence dans la guerre du sport, puis sur les États fantômes comme la Palestine ou Taïwan qui bousculent l'ordre mondial sans être pleinement reconnus. Autant dire que devant le mondial 2026, vous n'allez pas seulement regarder qui joue en 4-3-3. Le Mexique célèbre l'ouverture, le Canada affiche son image multiculturelle, mais les États-Unis auront l'essentiel des matchs, la finale, les sponsors, la sécurité et peut-être le récit. Une Coupe du Monde qui promet d'unir la planète au moment même où les frontières se durcissent. Haïti revient pour la première fois depuis 1974. Dans l'Amérique de Trump, son drapeau circulera-t-il plus facilement que ses supporters ? La Russie, elle, reste bannie depuis l'invasion de l'Ukraine. Preuve que le sport sait sanctionner une puissance, mais pas toujours selon les mêmes règles. L'Iran est qualifié sur fond de guerre avec l'un des pays hôtes. Le ballon est-il plus fort que les armes ? در این حال مایلم نگرانی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به عدم صدور ویزا برای برخی از اعضای کادر تیم ملی و همراهان رسمی تیم. Cette année, il y aura 2 Coupes du Monde, une sur le terrain et une autre plus discrète, entre États, passeports et tribunes. Comme vous le dites, Lucas Aubin, le football ne remplace pas la géopolitique, il en fait partie et la met en scène. Oui, Lucas Aubin,
Dans la longue histoire du sport, est-ce que le sport précisément peut être neutre ou apolitique, réunir autour de la notion de fraternité, de collectif et de joie et transcender justement les conflits ? Alors, je vais faire une réponse qui n'est pas forcément très positive, mais la réponse est non. En fait, chaque pays qui accueille un méga événement sportif, comme on les appelle aujourd'hui, Jeux Olympiques, Paralympiques, Coupe du Monde, etc., de football, à chaque fois, c'est un outil qui est utilisé comme une façon de faire de l'influence. On parle beaucoup de soft power, de puissance 12 pour attirer, mais ça va bien plus loin que ça. En fait, l'idée, c'est de créer un narratif, en fait, pour utiliser un mot très à la mode, et raconter une histoire. Et cette histoire, elle peut être très positive. On se souvient de la Russie de Vladimir Poutine pendant la Coupe du Monde de football, qui avait justement créé un narratif d'une Russie ouverte sur le monde. On n'avait plus besoin d'avoir de visa, c'était très facile de rentrer, etc. Bon, la réalité, c'est que le lendemain où le dernier match s'est terminé, victoire de l'équipe de France d'ailleurs, ça a repris comme avant, de plus belle, avec effectivement un autoritarisme qu'on connaît encore plus aujourd'hui. Donc tout est une affaire de récit, effectivement, vous l'avez dit, mais le sport apolitique, non. Ça n'existe pas. Alors là, la Coupe du Monde va se dérouler aux États-Unis, au Canada. Donald Trump a menacé à maintes reprises d'annexer ce pays et d'en faire le 51e État. Et au Mexique, pays honni par Donald Trump aussi, à cause de trop de migrants, selon lui, qui passent la frontière, et puis des narcotrafiquants, etc. Quel trio invraisemblable. Et pourtant, il va falloir que ça fonctionne. Il va falloir que ça fonctionne. Alors après, effectivement, on parle beaucoup des États-Unis. Oui. Parce que c'est le pays qui va accueillir le plus grand nombre de matchs. Et la finale. Et la finale, et de très loin par rapport aux autres pays. Et aussi parce que Donald Trump est au cœur de l'actualité depuis qu'il est revenu au pouvoir. Il enchaîne les guerres. Il faut se souvenir quand même qu'il a enlevé le président vénézuélien. Il fait la guerre actuellement à l'Iran, etc. Bref, oui, bien sûr, tout ça, en fait, fait partie de son travail de président, j'allais dire. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il va utiliser cette Coupe du Monde, il va la phagocyter, très probablement, pour diffuser son propre narratif. Et on parlait de soft power juste avant. Lui, en fait, j'ai l'impression qu'il ne considère pas forcément cet événement comme un instrument attractif, mais comme un instrument plutôt de puissance, de pouvoir, pour faire une démonstration de force en disant « ici, c'est chez nous, et c'est nos règles ». Et donc nos règles, ça signifie que les frontières ne s'ouvrent pas complètement, par exemple. Mais avec l'aide de la FIFA, justement, de la Fédération internationale du football, puisque on se souvient de cette image assez surprenante le 5 décembre dernier de Gianni Infantino, le patron de la FIFA, remettant à Trump le prix de la paix spécialement créé pour lui. Oui, je crois que c'est un peu l'histoire de l'arroseur arrosé, en fait. C'est que je crois que Gianni Infantino, il a cru... le patron de la FIFA. C'est le patron de la FIFA. Il a cru qu'en fait, en offrant ce prix, il allait se mettre Donald Trump dans la poche, il allait le caresser dans le sens du poil et que ça allait aller par la suite. Et que finalement, l'événement allait se dérouler comme d'habitude, en fait, comme on peut voir au Qatar, en Russie, etc. etc. Là, en l'occurrence, on a l'impression que Infantino, il est dépossédé de son propre événement parce que Donald Trump fait du Donald Trump. Donc en fait, il est assez erratique. Il tient un discours un matin, un autre l'après-midi et encore un autre le soir. Et bien entendu, ça ne va pas forcément avec les valeurs de la FIFA et du sport. Mais à propos de la FIFA, on critique beaucoup la FIFA, l'attitude d'Infantino, la servilité de la FIFA vis-à-vis de Trump, la corruption d'ailleurs éventuelle de la FIFA, mais il y a eu quand même un geste. Elle a accrédité Christophe Glaise, qui est journaliste, qui est emprisonné en Algérie. Est-ce que la FIFA ne s'honore pas par ce geste? Il y aura d'ailleurs un siège vide pour lui, pour Christophe Glaise, lors des championnats du monde. Oui, vous avez raison. C'est très intéressant en fait de voir que la FIFA assume en fait son rôle politique et géopolitique, puisqu'elle prend parti en fait contre les lois de l'Algérie, en l'occurrence, et elle dit « nous ne sommes pas d'accord avec cette décision » et pour cela, nous prenons cette décision qui est certes symbolique, mais qui existe quand même. Et effectivement, c'est un message assez fort. C'est un message d'autant plus fort que Gianni Infantino s'était plutôt illustré jusqu'à présent en brossant dans le sens du poil plutôt les pays non occidentaux. Là, en l'occurrence, c'est pas ce qu'il fait. Il brosse plutôt dans le sens du poil la France, en l'occurrence. Donc c'est assez intéressant, effectivement. On va évoquer avec vous, Lucas Aubin, et avec Anna, le Mondial 2026, qui pourrait être le plus polluant, mais vous le savez sans doute, de l'histoire des mondiaux. Oui, un bilan carbone attendu de 9 millions de tonnes de CO2, selon une étude qui a été publiée en 2025. C'est 2 fois plus que la déjà très polluante Coupe du Monde au Qatar en 2022. En même temps, c'est assez difficile d'être vertueux quand on sait que cette compétition va se dérouler sur près de la moitié d'un continent. Regardez, 16 villes réparties dans 3 immenses pays et plus de 4000 kilomètres qui séparent par exemple le stade de Vancouver et celui de Mexico. Les 48 équipes et les quelques 6 millions de supporters vont donc être obligés de prendre régulièrement l'avion, qui est le mode de transport qui émet le plus de CO2. Alors la BBC s'est amusée à calculer le nombre de kilomètres qu'auraient à parcourir les supporters du Royaume-Uni pour soutenir leur équipe s'ils veulent assister à tous les matchs jusqu'à une éventuelle finale. Regardez, près de 24 000 kilomètres au total. C'est l'équivalent d'un
demi-tour du monde. Alors Lucas Aubin, on se souvient peut-être de la COP26 en 2021, le patron de la FIFA qui promettait une neutralité carbone pour toutes les coupes du monde d'ici 2040. Finalement, aujourd'hui, l'écologie, ça ne pèse pas très lourd face aux enjeux financiers et géopolitiques. Oui, vous me tendez la perche. En fait, l'économie, par contre, elle pèse. En fait, c'est ça qui est intéressant. Et je pense que votre lapsus allait un peu dans ce sens-là, en réalité. C'est que le but de la FIFA, c'est un but mercantile. En fait, c'est d'essayer d'attirer un maximum de personnes qui vont regarder, qui vont streamer, etc. C'est pour ça qu'on a beaucoup plus d'équipes cette année que les années précédentes. C'est pour ça que Gianni Infantino parle régulièrement de faire une Coupe du Monde tous les 2 ans, aussi, évidemment, et donc plus de sponsors, donc de démultiplier en fait cette machine. C'est le sport le plus populaire de la planète. Et il faut se souvenir, il y a 2 statistiques qui sont, je trouve, assez importantes. Première statistique, la Coupe du Monde de football, c'est regardé par 4 à 5 milliards de téléspectateurs. De terrien. La moitié de l'humanité va regarder cet événement, c'est énorme. Et deuxième statistique, le sport moderne, mondial, représente environ 2% du PIB de la planète. Alors le sport moderne, c'est très vaste. C'est les salaires de Cristiano Ronaldo, mais c'est aussi vous, moi, quand on achète des paires de Nike ou d'Adidas, par exemple. Donc faut imaginer que c'est un énorme gâteau, les chiffres que la FIFA cherche à l'agrandir encore. Un des premiers faits marquants là, de ce début de la Coupe du Monde, c'est qu'un arbitre somalien s'est vu refouler son entrée aux États-Unis. D'ailleurs, il va diriger la Supercoupe d'Europe, comme un signe de compensation par la FIFA. Mais c'est inédit, cette décision dans une Coupe du Monde ? Alors, je ne sais pas si c'est inédit, mais par contre, depuis la chute de l'URSS, depuis 1991, c'est clair qu'on n'avait jamais vu ça. Un pays qui politise à ce point un événement, mais pas de façon positive, au contraire, qui cristallise en fait un certain nombre de critiques, etc. On le sait, il avait parlé de shitty countries, Donald Trump, en parlant justement de la Somalie. C'est quand même quelque chose de très fort, évidemment. Donc là, en l'occurrence, lui, il se positionne, Donald Trump, comme un individu, un président des États-Unis qui met en scène sa puissance contre un certain nombre d'autres puissances qu'il considère comme mineures et moins importantes pour lui, bien sûr que... Le 16 juin prochain, c'est mardi, il y a le match Iran-Nouvelle-Zélande à Los Angeles. Il n'y aura pas le meilleur buteur de l'équipe iranienne parce qu'il est anti-régime, donc il a été retenu en Iran. Donald Trump peut annuler le match ? En fait, techniquement, Donald Trump peut faire ce qu'il a envie de faire, entre guillemets, enfin, avec évidemment l'accord de tout un tas de son organisation démocratique, etc. Mais par contre, ce serait une première, pour le coup, dans l'histoire de la FIFA. Et fait étonnant, si les 2 pays, donc États-Unis et Iran, finissent 2e de leur groupe, et alors il y a une histoire de meilleur 3e, enfin bref, tout ça est très complexe, ils pourraient se rencontrer en 16e de finale, ces 2 pays. Cette possibilité-là existe. Après, bon... on verra. L'Iran est une équipe relativement faible d'un point de vue footballistique. Pour finir, Lucas Aubin, il y a un autre événement cette année, la rencontre mondiale à l'automne de la CONIFA, la Confédération des associations de foot indépendantes. Il y a 42 pays membres, dont le Groenland, dont le Tibet, dont Gozo, dont l'Occitanie, dont le Québec. Il faut suivre ça ? C'est une alternative jubilatoire, non ? Alors c'est très très intéressant que vous en parliez, parce qu'en fait, effectivement, j'en parle dans mon ouvrage sur les États fantômes, justement. C'est qu'en fait, il existe une contre-géopolitique du football et du sport. Et en fait, c'est tous ces pays qui ne sont pas reconnus par l'ONU, qui participent à des compétitions alternatives organisées par la CONIFA, qui est l'équivalent de la FIFA en fait, mais pour ces pays non reconnus, et qui vont du coup le temps d'un match ou d'une compétition mettre en avant leur drapeau, leur hymne, leur couleur, et en fait pourquoi le sport et le football est géopolitique ? Parce que ça permet d'être un attribut de la nation, et à l'heure des États-nations, c'est évidemment central. La Coupe du Monde de la CONIFA, 19 novembre, 20 décembre 2026. Je crois que c'est au Kurdistan cette année. À suivre. En tout cas, merci d'être venu évoquer la Coupe du Monde officielle qui se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Lucas Aubin. Et je signale, excellent ouvrage, le vôtre, La guerre du sport, une nouvelle géopolitique chez Talendier. Merci. Avec Jean-Baptiste Guégan. Absolument, avec Monsieur Guégan. Tout à fait. Merci infiniment. On va passer à notre débat. On ne quittera pas les États-Unis puisqu'on va évoquer l'entrée en bourse de SpaceX qui aura lieu demain, la société du milliardaire Elon Musk. Il a un objectif avoué, une valorisation record, mais un record historique, de 1750 milliards de dollars. Quel avenir nous prépare cette course effrénée à l'intelligence artificielle, croisée avec la conquête de nouvelles frontières extra-atmosphériques ? On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. Il rêve de passer sa retraite dans l'espace et d'y envoyer des data centers. Mais avant de coloniser Mars, le sulfureux Elon Musk s'apprête à conquérir Wall Street. Demain, son entreprise spécialisée dans le vol spatial et l'intelligence artificielle fera son entrée au Nasdaq. Nous entamons une nouvelle phase de croissance massive et nous avons besoin de capitaux.
Cette entrée en bourse promet une course folle avec les deux autres poids lourds de l'intelligence artificielle, OpenAI et Anthropic, eux aussi en route vers Wall Street. Mais savent-ils vraiment où les mènera cette compétition vertigineuse? Pas si sûr. Comme Elon Musk il y a 3 ans, OpenAI et Anthropic alertent sur les dangers de l'IA. Tout en ayant le pied sur l'accélérateur, ils réclament un coup de frein mondial. L'un des fondateurs d'Anthropic était même présent le mois dernier au Vatican lorsque le pape a présenté sa première encyclique consacrée à l'IA. Léon XIV a appelé les géants de la tech à ne pas perdre le contrôle. L'intelligence artificielle exige désormais d'être désarmée. Libérée des logiques qui en font un instrument de domination. Comme l'énergie nucléaire, elle doit être au service de tous et du bien commun. Prometteuse pour la recherche médicale, l'IA peut aussi se révéler destructrice, notamment pour l'environnement. Les data centers sont très gourmands en eau et en énergie, mais aussi sur le marché du travail, comme le martèle le démocrate américain Bernie Sanders. Elon Musk l'a dit lui-même, et je le cite, « L'IA et les robots remplaceront tous les emplois. » Et le dirigeant IA de Microsoft prédit que la plupart du travail exécuté par les cols blancs pourrait être réalisé par l'IA dans les 10 prochaines années. Alors, faut-il s'enthousiasmer devant les promesses révolutionnaires de l'IA ou au contraire redouter des ravages irréversibles sur fond de rivalité commerciale et géopolitique? L'humanité peut-elle perdre le contrôle de son destin? Nos 3 invités pour ce débat, Aymeric Roucher, bonsoir, ingénieur en intelligence artificielle. Vous avez publié Ultra Intelligence, jusqu'où iront les IA chez Odile Jacob. Selon vous, quand on parle d'IA en Europe, en l'occurrence, on n'exprime que des peurs, mais la réalité, c'est qu'on est très loin de faire la course en tête, nous les Européens, et que les gagnants ne nous demandent absolument pas notre avis. Les gagnants, les Américains et les Chinois, on en reparlera bien sûr. Anne-Sophie Moreau à côté de vous, philosophe, rédactrice en chef de Philosophie Magazine. On voit la une de Philosophie Magazine qui fête ses 20 ans cette année et longue vie, encore 20 ans pour vous. Selon vous, les géants de la tech construisent d'immenses centres de données avec des coûts considérables en eau, en électricité et en occupation des sols. À un moment donné, ajoutez-vous, il faudra se demander pour quel usage cette technologie est véritablement utile et pour quel autre, évidemment, elle ne l'est pas. Et à côté de vous, Olivier Lascar, bonsoir, rédacteur en chef du numérique à Science et Avenir. Dernier livre, Enquête sur Elon Musk, l'homme qui défie la science, chez Alizio. Ça tombe bien, on parlera de lui bien sûr. Selon vous, tous les grands acteurs du secteur sont partis dans une course folle. Rien ne pourra l'arrêter, sauf une régulation internationale similaire à celle qui existe contre la prolifération nucléaire. Et on démarre avec le chiffre du jour, Benjamin. Oui, un chiffre imposant. Elon Musk prévoit donc de lever 75 milliards de dollars à son entrée en bourse demain avec des actions SpaceX au prix unitaire de 135 $. L'opération pourrait pulvériser le record de levée de fonds. 75 milliards, c'est le quart des recettes annuelles de l'État français. Olivier Lascar, ça veut dire en même temps que Musk, il suscite la confiance des investisseurs, des gros investisseurs, mais aussi des petits actionnaires qui vont certainement acheter en masse. Surtout eux peut-être. J'ai l'impression qu'il s'adresse en particulier à sa fanbase, Musk. Et que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, surtout vu d'Europe, après toute l'aventure trumpienne où on aurait l'impression que l'image de Musk elle a été quand même assez fracassée, c'est pas le cas. Il fait encore rêver, parce que là-bas, il fait rêver. Parce que quand on en est à ce niveau de valorisation, on ne vend pas simplement un projet industriel. On vend une vision, on vend un rêve d'avenir et de futur. C'est une manière de redorer son blason aussi, au moment où il a subi une tempête, justement, en termes d'image. En tout cas, c'est une façon de montrer qu'il est toujours celui qui incarne une certaine vision du futur, qui est construit, on l'a beaucoup dit, au travers de ce projet spatial. Mais aujourd'hui, SpaceX, qui rentre en bourse, n'est plus simplement une entreprise spatiale. C'est aussi une entreprise qui fait de l'intelligence artificielle. Et qui envoie, alors Aymeric Roucher, c'est le projet d'envoyer des data centers dans l'espace. Oui. Les gens s'écharpent beaucoup sur la faisabilité de ce projet. Oui. Est-ce que c'est vraiment rentable d'aller envoyer des data centers dans l'espace où c'est beaucoup plus difficile de les rafraîchir? Par exemple, c'est un problème des data centers, la surchauffe. Je vous avoue que je ne me prononcerai pas si ça se trouve c'est possible. Donc, si je vous dis que c'est impossible, si ça se trouve dans 5 ans, je le regretterai beaucoup. Je ne sais pas encore. Oui. Anne-Sophie Moreau, comment on peut interpréter justement cette volonté d'aller plus loin toujours de Musk? C'est faire rêver ou s'approprier une part de l'espace?
Oui, en fait, ce qu'il y a de fascinant chez Musk, c'est que c'est véritablement la figure de l'entrepreneur au sens de Schumpeter, c'est-à-dire c'est le type qui casse tout, qui casse les codes, qui essaye de repousser les limites du réel, du possible. Je pense que c'est ça qui fait que cette figure est fascinante, y compris pour les petits actionnaires qui avaient déjà investi dans Tesla, notamment. Et il faut savoir qu'il a un côté très, un peu comme un gamin qui a été nourri par la science-fiction, enfin, je veux dire, parce que c'est le cas. Musk, il a grandi avec des récits de science-fiction, avec le guide du voyageur intergalactique, avec le cycle de la fondation d'Asimov, etc. Donc, en fait, son rêve, c'est effectivement de porter l'humanité plus loin, de l'emmener idéalement vivre sur Mars, de repousser les frontières de l'humanité avec le transhumanisme, en nous hybridant avec des puces qui nous permettront de nous augmenter. Donc c'est l'idéal de l'humain augmenté. Donc il s'agit d'aller ailleurs, d'aller plus loin, de devenir autre que... Conquérir la high frontier, comme on dit aux États-Unis. Il y a des tas de théories autour de ça. Et avec un idéal philosophique derrière, évidemment, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. L'idéologie qui est la plus proche de la sienne, avait-il déclaré il y a longtemps déjà, c'est le long terme et l'accélérationnisme, c'est-à-dire c'est l'idée que nous devons accélérer toujours dans le développement technologique et que nous devons penser à très long terme pour l'humanité, c'est-à-dire qu'il s'agit non pas forcément de sauver ou d'améliorer la vie des gens qui vivent actuellement sur Terre, mais de penser aux 99% de l'humanité qui n'ont pas encore vécu, qui n'existent pas encore et qui seront peut-être complètement ailleurs, sur Mars, dans l'univers. Et donc, évidemment, ce sont des projets complètement fous, assez inquiétants, on y reviendra, mais qui sont portés par un élan quand même impressionnant. Mais Olivier Lescure, juste quand même une chose. Il y a 3 ans, en 2023, dans une lettre signée par 500 spécialistes du secteur, dont Elon Musk, il réclamait un moratoire sur l'intelligence artificielle. Ouais. Qu'est-ce qui explique cette bascule ? Il est très gonflé. C'est la démonstration que c'est quand même une des composantes du personnage. Il ne manque pas d'air. Parce qu'effectivement, il fait cette proposition de moratoire avec une lettre ouverte. Et on se rend compte qu'une vingtaine de jours avant, il a ouvert les statuts de sa nouvelle société XAI, qui était sa réponse au succès d'OpenAI, qui est la société qui, depuis, a été absorbée par SpaceX, dans laquelle il fait de l'IA, dans laquelle il fait des deepfakes, de l'imagerie artificielle, etc. Mais il y a un point sur lequel j'aimerais revenir par rapport à ce qui a été dit il y a quelques secondes, c'est sur la question de la faisabilité, c'est très intéressant. Des data centers dans l'espace. Effectivement, aujourd'hui, les data centers, Musk dit, c'est super pratique parce qu'on sera plus près du Soleil, en quelque sorte. Ce sont des satellites qui sont éclairés en permanence, alors que sur Terre, il y a le jour et la nuit, etc. Donc, on peut fabriquer en permanence de l'électricité. Les data centers dans l'espace seront ainsi mieux nourris, etc. C'est suffisant, quasiment. À contrario, ses opposants disent qu'il y a plein de problèmes, l'ordre le refroidissement qui vient d'être dit. Mais il y a encore une vingtaine d'années, quand le même Musk disait « on va faire de la fusée réutilisable », on entendait les mêmes voix qui disaient « c'est impossible, mon ami, tu es un petit genou qui vient de la Silicon Valley. » Et ça a été possible. Et il l'a rendu possible. Donc il faut se méfier des grandes déclarations aujourd'hui qui disent « on n'y arrivera pas ». Parfois, on y arrive. Alors, ironie de l'histoire, même les concepteurs de l'IA s'inquiètent de leur possible dérive et appellent à une réglementation. Écoutez, Dario Amodei, PDG d'Anthropic, qui est à l'origine de Claude. This technology is an epochal change for humanity. It's something that is happening to humanity one way or another. We're in it. And there's this train. It's going very fast in some direction. You don't want it to crash. You can't stop the train. But what you can do is you can steer the train. Claude, c'est comme ChatGPT en quelque sorte. On peut avoir le choix, ou le chat, bien sûr, qui est français, de Mistral, de l'entreprise Mistral. Aymeric Roucher, est-ce que c'est une inquiétude sincère ou c'est une stratégie de communication ? Je pense qu'Anthropic est assez sincère là-dessus. Mais comme je pense que Musk peut être assez sincère aussi dans cette déclaration de faire un moratoire. C'est un peu un dilemme du prisonnier. Où, vous savez, en théorie des jeux, il y a cette histoire du dilemme du prisonnier où on est soit tous sauvés, soit un seul. Enfin, en gros, là, la situation qu'on a, c'est un peu une course en avant. Et tout ce qu'on veut, c'est ne pas être le dernier de la course si la course a lieu. Donc on peut soit faire arrêter la course pour tout le monde, soit
essayer d'être le premier de la course. Et donc, en gros, c'est pour ça que Musk voudrait soit un moratoire, soit faire gagner son entreprise. Et je pense que c'est un peu pareil pour Amodei. Mais Anne-Sophie Moreau, pardon, mais ça paraît complètement contre-intuitif. C'est-à-dire, ceux qui produisent cette intelligence artificielle disent on veut une supervision. C'est-à-dire quoi? Ils attendent une ONU de l'IA et ils seront contents à ce moment-là, vraiment de déléguer la supervision et le contrôle? Oui, c'est très étrange parce que ça fait vraiment partie effectivement des discours un peu contradictoires de la part des géants de la tech. On a l'impression qu'ils attisent le débat sur l'IA par des discours volontairement apocalyptiques tout en portant un développement à outrance de cette intelligence. Moi, je n'ai pas de réponse à cette question, à part que je pense que derrière, évidemment, ce qui se cache, ce sont de très grands intérêts, ce que vous venez de souligner, c'est-à-dire que évidemment chacun a intérêt à ce que son IA l'emporte sur les autres, et il me semble aussi qu'il s'agit aussi d'augmenter notre fascination pour l'IA en nous faisant croire que nous allons forcément nous retrouver dans une situation où on aura cette fameuse intelligence artificielle générale qui dépasserait un jour l'intelligence humaine. Et alors ça, évidemment, il y a beaucoup de débats là-dessus. C'est déjà une théorie de Werner Winch dans les années 80. Singularité. Voilà, la fameuse théorie de la singularité. Kurzweil. Voilà, et ensuite Ray Kurzweil au début des années 2000, c'est la théorie de la singularité qui a deux versions, c'est-à-dire soit une intelligence va dépasser l'intelligence humaine, soit deuxième version, pour survivre face à cette nouvelle espèce, entre guillemets, que représente l'IA, l'être humain va devoir s'hybrider avec la machine. Et Musk, évidemment, il joue sur les deux tableaux, et notamment aussi sur cette hybridation. Alors justement, comme vous évoquez Raymond Kurzweil, on va le regarder à travers une archive, le remplacement de l'homme par la machine, on y est, le transhumanisme, la théorie de la singularité, eh bien, vous venez d'en parler. Derrière ça, il y a cet homme, le gourou de la Silicon Valley. Il a 80 ans aujourd'hui, il s'appelle donc Kurzweil, Ray, et en 65, dans un moment télévisé de bascule civilisationnelle, il n'a que 17 ans, regardez ce qu'il fait. Nicely played, and now your performance, of course, leads into your secret, so if you'll whisper it to me, we'll let everybody at home know what's up. Ah, I see. Raymond, that's a very unlikely sounding piece of music. Am I being super critical? No. Did you compose it? No, I didn't. Henry? Was that thing written by a computer? Yeah. Aymeric Rouchet, c'était des balbutiements. Aujourd'hui, bien l'IA peut faire bien plus et bien mieux que nous. Oui, c'est incroyable. Mais il y a un avant et un après. Et d'ailleurs, j'ai vu aujourd'hui des gens qui utilisaient Fable 5, le dernier modèle de Claude, pour programmer à la fois une application qui représente un piano et la partition que cette application allait jouer et la manière de réaliser, de rendre les sons pour avoir quelque chose qui jouait dans le style de Haydn. Enfin, incroyable d'arriver à ça et qui jouait en live. En fait, ce qui est impressionnant, et ce que Kurzweil a très bien compris dès les années 90, il théorisait qu'en 2020, en fait, il prenait simplement la loi de Moore. La loi de Moore qui dit que la puissance de calcul disponible pour un prix donné va doubler tous les 2 ans. Et il disait, à partir de ça, en faisant le postulat, qui n'était pas du tout donné à l'époque, que l'intelligence, en gros, c'est de la puissance de calcul, il disait en 2020, on va arriver dans les zones qui sont similaires à celles du cerveau humain. Donc à peu près dans les années 2020, on va avoir des intelligences artificielles qui vont commencer à devenir puissantes. Et il prolongeait encore ça plus loin en parlant de singularité après. Mais en tout cas, c'est prouvé aujourd'hui, en fait, on peut dire que ça a été mesuré, ce qu'il nous dit. Ça s'appelle les lois d'échelle. Donc j'en parle beaucoup dans le livre Ultra Intelligence. L'idée, c'est on a mesuré empiriquement que à mesure qu'on augmentait la puissance de calcul qu'on mettait dans l'entraînement d'un modèle, donc les modèles comme ChatGPT, Claude, etc., si on multiplie par 10 la puissance de calcul, l'intelligence augmente d'un cran. On multiplie encore par 10, ça augmente encore d'un cran, et mécaniquement, complètement à l'infini, sans aucune limite visible. Et donc en fait, ça, c'est la recette pour l'AGI dont vous parliez. On est certain aujourd'hui qu'on va arriver à des intelligences artificielles qui sont plus puissantes que tous les prix Nobel, parce qu'on continue juste d'augmenter la puissance de calcul. Et c'est pour ça que Musk a besoin d'argent. AGI égale intelligence générale, c'est ça. Il y a un enjeu de souveraineté très important. Oui, alors, quand on voit que l'Europe ne détient que 5% de la puissance de calcul mondiale et 76% aux États-Unis. Oui, parce qu'il faut nécessiter de cette puissance de calcul, et c'est peut-être le facteur limitant qui fait que cette IA générale, omnisciente, elle ne va peut-être pas arriver si vite que ça. C'est parce que pour faire fonctionner les algorithmes d'intelligence artificielle, il faut des puces très particulières, qu'on appelle les GPU,
qui sont fabriqués par certaines entreprises expertes. Il y a la fameuse Nvidia. Et aujourd'hui, il y a une forme de tension sur l'approvisionnement de ces puces. C'est pour cette raison, par exemple, qu'on voit des acteurs comme SpaceX, qui encore une fois est devenu un acteur d'intelligence artificielle, qui a acheté des centaines de milliers de GPU pour faire des data serveurs, qu'elle sous-traite, qu'elle loue maintenant à d'autres acteurs comme Google ou Anthropic. Donc cette ressource première, ce pétrole de l'intelligence artificielle, qui sont les GPU, il ne va pas y en avoir pour tout le monde. Et qui sont en Asie pour beaucoup aussi, c'est ça le problème, non? Alors, les Américains sont très très forts là-dessus, puisque c'est Nvidia qui fabrique le NEC plus ultra de ces puces-là. Mais ce qu'on voit, c'est que Trump a décidé de limiter les exportations de ces super puces vers la Chine, mais en réponse, les Chinois, avec le fameux logiciel DeepSeek, ont montré qu'ils étaient capables, avec des puces locales, qui a priori étaient moins puissantes, d'arriver à des résultats qui sont comparables aux meilleurs résultats des Américains. Donc on est dans une course Anne-Sophie Moreau, la France essaye de se démarquer dans cette course à l'IA. Emmanuel Macron, notamment avec son sommet IA, qui parlait de plug baby plug l'année dernière, en février 2025. Il y a déjà 350 data centers, d'autres en construction. Est-ce que là, il y a un vrai enjeu de souveraineté pour nous, Français ? Oui, bien sûr. Je pense qu'on peut parler d'une sorte de nouvelle guerre des ressources pour l'IA. Alors effectivement, entre la Chine et les États-Unis. Oui, alors Macron répondait à Trump qui disait drill, baby, drill, à propos du pétrole. Voilà, à propos du pétrole. Et en fait, ce qui est frappant là-dedans, c'est que on a tendance à croire que l'IA, voilà, c'est une sorte de puissance magique complètement détachée du réel et que l'électricité est une énergie propre et que donc il n'y aura aucun problème qu'en France, avec le nucléaire, voilà, si tant est qu'on soit pour le nucléaire, on s'en sortira. Or, on se rend compte que là, on assiste à un énorme effet rebond, comme le disent les spécialistes de l'écologie, c'est-à-dire que le fait qu'une énergie soit disponible en quantité, eh bien, ça incite à en utiliser plus, justement, à en utiliser beaucoup plus et à en utiliser énormément plus avec l'IA qui pose des problèmes donc de ressources d'électricité, mais aussi effectivement de minerais rares, etc., mais aussi de consommation d'eau, parce qu'il faut refroidir les data centers, et enfin aussi qui pose aussi des problèmes d'emprise au sol, parce que les data centers sont souvent d'une taille gigantesque, donc ils posent des problèmes de biodiversité, etc. Mais pour aller au-delà de ça, moi ce qui me semble très complexe à aborder, c'est aussi le fait que les grandes entreprises, soit qui développent de l'IA, soit qui utilisent l'IA, ont aussi souvent un rôle géopolitique, comme par exemple une entreprise comme Palantir, fondée par Peter Thiel et dirigée par Alex Karp, qui a un modèle qui a un modèle politique, voilà, c'est-à-dire qui considère. Comment vous le qualifieriez, libertarien Oui, c'est plus que libertarien, parce que les libertariens, ils sont contre l'État. Alex Karp, avec sa République technologique, Alex Karp, c'est le dirigeant de Palantir, il considère que finalement la technologie, son entreprise de surveillance, qui est Palantir, doit pénétrer les administrations, administrer ces données et, en définitive, se rendre indispensable aux administrations, y compris aux administrations européennes, ce qui pose problème, évidemment. Ce qui pose problème pour nous. On va évoquer avec vous trois et avec Anna la problématique des emplois remplacés ou pas et comment par IA, robots, etc. Oui, coup dur pour la Silicon Valley. Depuis le début de l'année, 120 000 postes ont été supprimés, dont plus des 2/3 sont directement attribués à l'intelligence artificielle. On commence même à parler de job apocalypse, l'apocalypse de l'emploi. 30 000 emplois supprimés chez Amazon, 8 000 chez Meta, 15 000 au sein des grandes banques, selon le New York Times. Une vague de licenciements qui ne se limite plus qu'aux États-Unis et qui touche désormais la France. La presse fait partie des premières victimes. Le groupe Infopro Digital, qui détient les titres L'Usine Nouvelle et LSA, vient d'annoncer la suppression de 19 postes de secrétaire de rédaction, dont le métier consistait, entre autres, à relire les textes, s'assurer de leur lisibilité, corriger les fautes d'orthographe et parfois même rectifier le style. Eh bien, tout ça sera désormais fait par l'IA. Chez Prisma Media, autre groupe qui détient les titres Ça m'intéresse ou Cuisine Actuelle, entre autres, un plan de licenciement a été annoncé pour 40% des effectifs. Dans ce cas précis, l'IA ne serait plus utilisée seulement pour corriger des articles, mais bien pour en rédiger. Et si on élargit un peu plus la focale, 5 millions d'emplois français sont menacés par l'IA d'ici 2030, selon une étude de la COFAS. Et plusieurs secteurs sont concernés, banque, assurance, droit, informatique, journalisme,
architecture ou ingénierie. Olivier Lescar, 5 millions d'emplois supprimés, c'est beaucoup. Est-ce que ça veut dire que plus on investit dans l'intelligence artificielle, plus on supprime des emplois? Est-ce que c'est aussi simple que ça? Alors, on est quand même en plein là-dedans, hein, c'est vrai. Hein. En Chine aussi, hein, je disais ce matin que l'équivalent de 70 millions d'emplois a été menacé en Chine par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il y a des programmes, il y en a un qui s'appelle Open Cloud, par exemple, qui se plug sur votre environnement de bureau et qui est capable de se mettre en connexion avec vos Messenger, WhatsApp, Slack et compagnie et faire votre travail sans qu'il soit sollicité. Chez Meta, il est quand même troublant de voir que dans le même temps, on apprend que Zuckerberg demande à ses ingénieurs de construire une IA qui soit un double virtuel de lui-même, un patron bis. Et dans le même temps, il annonce le limogeage de 10% de ses équipes parce que, explique-t-il, il faut des sous pour financer l'IA, mais aussi, avec les solutions d'IA, on a besoin d'équipes qui sont beaucoup moins grosses qu'aujourd'hui. Aymeric Rochet, sur cette question. Je crois que vous vouliez revenir aussi sur les data centers rapidement. Oui, sur les moins pessimiste. Sur les data centers, rapidement. En fait, si on compte l'impact que ça a, on a tendance à beaucoup le surévaluer, l'impact sur l'environnement. Là, par exemple, il y avait le débat. Donc, Arthur Mensch a été le patron de Mistral AI. La boîte leader française européenne a été auditionnée à l'Assemblée nationale et un député en face de lui a dit attention, le grand data center que vous voulez faire va représenter 70 hectares de surface agricole. Donc j'ai regardé, 70 hectares, ça fait 0,0003% de la surface agricole française. Ça va consommer de l'eau. Il y a des gens qui ont chiffré combien ça consomme. Un data center de cette taille-là, ça consomme environ 2,5 fois de la consommation d'un McDonald's à l'année. Donc il vaudrait mieux manifester devant les McDonald's. Vous voyez, il y a des ordres de grandeur qui ne sont pas bons. Et rapidement, sur le travail, est-ce que vous êtes aussi pessimiste ou vous croyez à la destruction créatrice et que finalement l'IA ne va pas détruire tant d'emplois que cela à terme? Alors je pense que vous avez très bien formulé l'attention. Vous avez posé la question, est-ce que investir dans l'IA, ça veut dire supprimer des emplois? En fait, je pense que c'est plutôt l'investissement en IA des autres qui va supprimer nos emplois. Je pense qu'il faut plutôt voir le problème comme ça. En fait, aujourd'hui, s'il y a des emplois supprimés en France, c'est pas par Mistral, malheureusement, parce que Mistral n'est pas leader dans les parts de marché en France. C'est par Claude, ChatGPT. C'est ça qui détruit les emplois. Donc, je pense que le seul moyen, c'est à l'échelle européenne et pour les Français, qu'on soit meilleur. Et plus... Voilà. Ou alors interdire les IA étrangères, mais dans ce cas, on prendra un choc de compétitivité monumental. Donc, je pense que c'est mieux de développer. C'est un autre débat. On ne va pas le commencer ce soir puisque c'est terminé. Merci en tous les cas à tous les trois d'être venus débattre et nous éclairer ce soir-là. On reste dans l'actualité vue par Marie Bonisseau et Xavier Mauduit. On va évoquer la visite en Espagne du pape Léon XIV, précisément l'auteur de l'encyclique Anti-IA, magnifique humanité. Et puis la colère des Japonais devant les appropriations par Donald Trump de leurs personnages de manga et d'animé. Mais d'abord, le mot vedette du jour, canon français. Oui, vous savez, c'est ces banquets à base de saucissons et de picrates. C'est entendu. Les banquets géants du canon français. Lors d'un banquet du canon français... La société du canon français, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ce que ça dit. Merci de m'en dire un peu plus. Entendu. La vie secrète des mots vedettes. Le canon français, du latin cana, tige de roseau, et francus, nom du peuple germanique installé en Gaule à partir du 5e siècle, désigne une entreprise d'événementiel qui organise des banquets géants franco-centrés avec cochons, picoles et hymnes. Depuis un an, le canon français sent bon le saucisson et la polémique. De Montélimar à Roanne, Épinal ou Saint-Avogourde-des-Landes, depuis 2022, le canon français régale la province. Un tour de France des terroirs en sabir marketing, avec un déjeuner gargantuesque à 79,99 €. Mais les dérapages racisto-nazis rapportés lors du 100e banquet le 18 avril ont nimbé ces agapes d'une aura de ripaille d'extrême droite. Dehors, on accuse les canonniers de magnifier une France rurale, cochon en broche pinard, manière de dénigrer sans en avoir l'air celle des banlieues poulet frites soda. Dedans, on a la trentaine, on s'arsouille, on baffe, on brandit béret et marinière, on braille la Marseillaise et Michel Sardou. On n'est pas au Collège de France et on s'en balèque. Le canon français est le grand œuvre de 2 tourangeaux à sang bleu et surtout des creux, un banquet peut banquer 320 000 €, désormais contrôlé par un bigot milliardaire exilé fiscal, radin avec la collectivité et aussi avec ses rejetons qui n'auront rien, il l'a claironné, qui œuvre à faire accéder au pouvoir le RN et à la sainteté lui-même. Dans une France sans paysans, 35% de la population active en 1955, 1,5% aujourd'hui, le canon français fait office de fête de village, d'oriflamme plantée au sommet de l'Everest culturel ou de rempart contre l'anéantissement social. Et le cochon, viande la moins chère, retourne des marges de porc.
Bisonnets et croisades sont les mamelles du festin. Bravo Thibault Nolte. Ah, les revoilà. Là, encore une fois, mais écoutez, les Yettes, qu'est-ce qui vous arrive? Mais oui, c'est une blague, c'est du 8e degré. Marie Bonisseau, Xavier Mauduit, lors de vos chroniques. Le pape Léon XIV vient d'achever, Xavier, son voyage apostolique en Espagne, une semaine de voyage. Il a terminé aux Canaries, au large des côtes africaines, où il est allé à la rencontre de migrants. Et vous nous emmenez en Espagne avec un autre pape. Oui, c'est ça. Qui ça? Le 1er janvier 1431, Elisabeth, parce que c'est là que naît, en Espagne, on n'est pas très loin de Valence, le petit Roderick Jansoli de Borja. Alors, plus tard, quand il s'installe en Italie, la prononciation de son nom change. C'est Borgia. Ah oui, on voit. Borgia, cet homme devient pape sous le nom d'Alexandre VI en 1492. 1492, c'est l'année où les Arabes sont chassés d'Espagne et où Christophe Colomb, avec quelques petits potes, navigue vers l'ouest à la recherche de la route des Indes. Et alors, en quoi ça concerne le pape? Ça le concerne à deux titres. Déjà, il va falloir évangéliser les populations qu'on va rencontrer. Et puis, il va falloir régler les tensions qui vont surgir, c'est certain, entre l'Espagne et le Portugal. Parce que le Portugal bénéficie d'une sorte de monopole papal qui l'autorise à voyager, à commercer le long des côtes de l'Afrique. C'est pour ça d'ailleurs que les Açores, le Cap-Vert appartiennent au Portugal. Mais personne n'aurait pu imaginer qu'il existe si loin d'autres îles, celles qu'on appelle par la suite les Caraïbes. Sont-elles espagnoles, parce que Christophe Colomb a été envoyé par l'Espagne, ou bien sont-elles portugaises? Et donc c'est là que le pape Alexandre VI décide d'intervenir et il publie une bulle en 1493 qui s'appelle Inter Cetera, entre autres choses, et il décide qu'il y aura une ligne. C'est-à-dire à 100 lieues, en gros 500 km à l'ouest du Cap-Vert, bien après, tout ça, ce sera à l'Espagne. Et comme ça, pendant ce temps-là, le Portugal, tranquillou, pourra continuer ses petites affaires du côté de l'Afrique. Sauf que voilà, voyage après voyage, on se rend compte que ce qu'il y a tout là-bas, ce ne sont pas que quelques îles, ce sont plein d'îles et surtout, c'est un continent entier. Et donc, le Portugal râle contre l'Espagne. Ils veulent quand même leur part. Et de nouveau, le pape intervient. Il l'accompagne la signature d'un traité en 1494, le traité de Tordesillas, qui décide cette fois de pousser encore plus loin la ligne, 370 lieues. Donc 370 lieues, ça veut dire près de 2000 km. Et c'est pourquoi le continent, donc l'Amérique, est divisé en deux. Vous avez toute une partie qui est du côté portugais, donc c'est le Brésil actuel, et puis le reste, ça appartient à l'Espagne. Mais vous savez, ce pape, Alexandre VI, c'est un pape décrié, parce qu'il a un comportement pas très catholique, hein. C'est un peu ambiance orgie, c'est plein d'enfants, César et Lucrèce Borgia, ce sont ses enfants. Non mais vous voyez, quand il fait ça en fait, ce qu'il veut, c'est assurer la paix en Europe, assurer aussi la domination du catholicisme et de l'Europe à travers le monde. Et il se moque complètement des guerres qu'il va y avoir partout dans le monde, et en cela, c'est pas un pape haut niveau. Enfin, comme c'est un pape, c'est haut niveau à Bulle. Ah, oh, wow, très bien. Abemus Mauduit en attendant. Hein. Merci Xavier. Bon, chère Marie, au Japon, colère de pas mal de lecteurs de manga et de gens qui visionnent des animés qui refusent l'appropriation par Donald Trump de leurs personnages adorés. Mais oui, le président des États-Unis d'Amérique adore l'intelligence artificielle, c'est pas nouveau. Il avait déjà rendu complètement zinzin les chrétiens en mars dernier, avec en avril dernier, c'était avec un portrait de lui en Christ sauveur. Voici que maintenant Trump s'empare de l'imagerie japonaise avec un manga et un animé qui est extrêmement populaire qui s'appelle Naruto. Alors ouvrez l'œil. Je vais vous montrer un clip qui a été publié ce week-end par Donald Trump sur le réseau social de Donald Trump, Social Truth. À vous de trouver le Donald Trump qui a énervé certains Japonais. Trump, Trump, Trump. Everywhere I go, they love Donald, Donald Trump. Trump, 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 Trump. Everywhere I go, they love Donald, Donald Trump. Man, I gotta say, I love Donald, Donald Trump. Mais le parolier mérite le prix Nobel. Que de l'intelligence artificielle. Trump, bien sûr. Vous l'avez vu à la fin, ce Trump ninja, parodie donc de Naruto Uzumaki. C'est l'histoire fictionnelle d'un jeune ninja qui veut devenir le chef de son village. Alors, c'est pas la première fois que ça arrive. La Maison-Blanche s'est déjà pris un blâme pour ce que ça vaut de la Pokémon Company en mars dernier.
parce qu'elle avait parodié l'univers du jeu Pokémon Pocodia pour répandre le slogan MAGA une fois de plus. Et puis on a vu d'autres petits bouts des extraits de mangas cultes comme Yu-Gi-Oh!, Dragon Ball Z qui ont été récupérés dans des clips à la gloire des frappes militaires américaines en Iran. Bref, arrêtez, stop, arrêtez d'utiliser des œuvres qui sont censées transmettre des valeurs comme le courage, l'amitié, la persévérance. Peut-on lire dans cette pétition qui a été lancée par une japonaise fan de manga et d'anime qui a recueilli pour le moment 20 000 signatures à peu près. À la BBC qui l'a interviewée, cette Nana Suzuki qui a 34 ans, elle explique qu'elle se sentait obligée d'agir en lançant cette pétition pour défendre les droits et l'esprit des créateurs. D'ailleurs, elle rappelle que l'auteur de Yu-Gi-Oh! Qui s'appelle Kazuki Takahashi, il est mort en mer il y a quelques années en tentant de sauver des gens de la noyade. Je suis profondément attristée que cet esprit noble, dit-elle, et tout le message de son œuvre soit désormais utilisé dans un contexte militaire. Alors, pas sûr qu'une pétition au Japon arrête notre ninja de l'IA, mais au moins j'aurais transmis le message. Arigato gozaimasu, Marie-San. Et merci à tous. Demain, 20h05, Renaud Dely sera en compagnie des clubistes de 28 minutes, ici même, autour de cette superbe table. On se retrouve lundi. Tchuss.